Les services spécialisés dans les enquêtes de fond, les enquêtes longues, les enquêtes chiantes, les enquêtes touchy. Et ben on leur dit maintenant vous allez faire du maintien de l'ordre dans la rue. Parce qu'on a peur des manifs, on a peur des gilets jaunes, on a peur des black blocs, on a peur des gangs qui sévissent après les matchs de foot. Donc tous les gens là qui travaillaient sur des dossiers importants, on va vous coller dans la rue dès qu'on aura besoin. Et on va avoir besoin de vous souvent. Et après on vient te dire non, il n'y a aucun problème, c'est pas un problème de moyens. Bah si, il y a 3 fois moins de magistrats et de procureurs en France qu'en Allemagne. Non, mais les agresseurs prospèrent sur le silence des victimes, sur le découragement des victimes. Si personne ne va déposer plainte, si personne se décourage des difficultés à venir, à ce moment-là, c'est le champ libre, c'est open bar. Et c'est notamment le cas pour les pédocriminels. Voilà. Gros sujet. Énorme sujet de société. Hein. Il y a des enquêtes dans la population générale qui démontrent qu'il y a 10% de la population adulte qui a subi des faits incestueux dans sa vie, dans son enfance ou plus tard dans sa vie, qui a subi des agressions sexuelles ou des faits incestueux quand ils étaient plus jeunes. Donc c'est énorme. 10% de la population générale. Ouais, des millions de gens. Ouais. Des millions de gens. Avec les conséquences sociales, économiques, de santé mentale que ça représente. Et notamment les prédateurs sexuels dans les familles ou autour des enfants prospèrent sur le silence des enfants et des familles derrière. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y en a toujours plus. Mais est-ce qu'il y en a toujours plus ou est-ce qu'on en parle plus? Je ne sais pas, tu vois. Mais en même temps, s'ils prospèrent, c'est qu'il y en a quand même un peu plus. Il y en a toujours eu, sauf qu'avant, on n'en parlait pas. Dans les années 1920, c'était un sujet ultra tabou. Dans les années 50 aussi. Donc, voilà, il a fallu énormément de temps. Ça a toujours existé. Moi, je suis pas capable, je crois que personne n'est capable de savoir dans le temps, sur 500 ans, si c'est plus, si c'est moins, mais bon. Toujours est-il qu'il y a plus d'enfants qui libèrent leur parole, il y a plus de familles qui osent déposer plainte, donc il y a plus de faits judiciairement traités. Et ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. Parce que si c'est enquêté, si c'est traité, si les agresseurs sont punis, déjà, c'est bien pour la victime qui a obtenu justice, pour l'agresseur parce qu'il est mis à l'ombre pendant des années. Et c'est aussi un signal qu'on envoie à la société. Parce que pendant des années, des décennies, des siècles, on a dit implicitement aux abuseurs d'enfants dans les familles « continuez, c'est peinard ». Et aujourd'hui encore, il n'y a que 2% des victimes d'inceste qui ont une décision de justice qui est rendue en leur faveur. 2%. Si on rapporte les cas recensés par la Civise, la Civise, cet institut d'études qui fait des travaux parlementaires sur le sujet avec que des grands professionnels, explique les chiffres de ce qui arrive en judiciaire, de ce qui passe les différents filtres d'enquête, entre les dépôts de plainte qui vont survivre à un classement sans suite, qui vont être ouverts dans un cabinet d'instruction d'un juge d'instruction, et ce que le juge d'instruction va pouvoir renvoyer comme dossier complet qui tient à peu près la route devant une cour d'assises, il y a une déperdition énorme. Mais plus il y a de victimes qui parlent, et plus il y a d'auteurs qui sont condamnés. Statistiquement, c'est imparable. Donc il faut le faire. Même si c'est dur, il faut le faire. Justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de plus en plus, et heureusement, une libération de la parole des victimes ? Alors, on constate qu'il y a de plus en plus une libération de la parole des victimes. Sauf que ce qu'on constate, et là c'est en train de nous péter au visage, c'est que le système judiciaire ne suit pas. Il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de gendarmes pour enquêter sur tout ça. Voilà. Donc notre garde des Sceaux parle de donner ça comme priorité. Oui, on va en faire une priorité, et c'est important. Mais c'est au détriment de tout le reste. Voilà. À moyen constant, c'est forcément au détriment de tout le reste. Après, on peut considérer aussi qu'il n'y a rien de plus important que les violences sexuelles faites aux enfants et qu'il faut mettre ça tout en haut de la hiérarchie des priorités. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas encore. Hein. Pas du tout. On en est très, très loin. Pourquoi tu crois qu'on en est loin ? C'est une faute de moyens, on ne sait pas comment le traiter, il y a une absence de preuves. C'est un peu de tout ça. En fait, on en est là parce qu'il y a une absence de moyens, que les moyens ils sont mis sur autre chose. Je rappelle quand même qu'il y a une réforme récente de la police judiciaire qui n'a pas fait beaucoup parler dans la population générale. Mais les services spécialisés dans les enquêtes de fond, les enquêtes longues, les enquêtes chiantes, les enquêtes touchy, voilà. Et ben on leur dit maintenant vous allez faire du maintien de l'ordre dans la rue. Parce qu'on a peur des manifs, on a peur des gilets jaunes, on a peur des black blocs, on a peur des gangs qui sévissent après les matchs de foot. Donc tous les gens là qui travaillaient sur des dossiers importants, on va vous coller dans la rue dès qu'on aura besoin. Et on va avoir besoin de vous souvent.
Et donc, il n'y a pas assez d'enquêteurs. Et c'est pas que tout le monde s'en fiche, c'est que un enquêteur, un magistrat, ne peut pas absorber 3000 dossiers à lui tout seul. C'est juste une question de chiffres. C'est bête et méchant. Et tant qu'il n'y a pas la volonté politique et les moyens mis derrière, rien ne changera. Parce que toi, tu vois de plus en plus de victimes qui osent porter plainte. Mais je vois beaucoup plus de victimes qui portent plainte qu'avant, mais je vois aussi beaucoup plus de classements sans suite. Après une mini-enquête, tu reçois un avis du procureur de la République, après 6 mois sans réponse, qui te dit classement sans suite, infraction insuffisamment caractérisée. Et toi, tu te prends ça. Et tu te fais dis, quoi? c'est une blague. Ouais, c'est ça. Et tu fais quoi? Je commande la copie complète de la procédure auprès du procureur pour essayer de comprendre comment un être humain en est venu à considérer qu'il n'allait pas poursuivre un fait de viol. J'ai besoin de comprendre. Parfois, c'est évident parce que l'auteur conteste, il n'y a pas beaucoup d'éléments, etc. Enfin, c'est évident, mais ça pourrait mériter d'être enquêté de façon plus approfondie, par une ouverture d'instruction, par un magistrat instructeur. Ça peut prendre 2-3 ans, mais encore une fois, il n'y a pas assez de magistrats instructeurs. Donc, on n'ouvre pas assez d'enquêtes approfondies. Et après, on vient te dire, non, il n'y a aucun problème, c'est pas un problème de moyens. Bah si. Il y a 3 fois moins de magistrats et de procureurs en France qu'en Allemagne. Voilà. Ouais, c'est fou. Les chiffres sont là. Mais pourquoi il y a un quota de magistrats? Je pose Pas des du tout. questions. Il n'y a pas de numerus Ouais. clausus, pas du tout. Ok. C'est pas comme dans la médecine où il ne faut pas Mm. trop de médecins. Non, il n'y a pas de quota. Mais il faut des années pour les former. On ne trouve pas 5 ou 10 000 magistrats comme ça en un an. Mais collectivement, on n'a pas su comprendre que c'était une priorité budgétaire. Voilà. J'aime bien Karine qui s'énerve politiquement. Non, mais ça fait tellement longtemps qu'on voit ça quand on est sur le terrain et qu'on ne comprend pas pourquoi ça n'intéresse pas plus les politiques. J'avais une question sur comment réagir si un proche nous confie une agression. C'est pas facile, ça. Est-ce que des fois, tu as des proches qui te contactent? Ça, je crois que c'est le plus difficile. Savoir réagir correctement quand un proche nous confie avoir subi une agression, c'est... Même en tant qu'avocate, tu vois, je pense que les bras peuvent en tomber. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est difficile. Il faut d'abord écouter, je pense. Juste écouter, comprendre l'état émotionnel de la personne qui te dit ça, ce qu'elle est capable de faire tout de suite et maintenant, et parce que ça peut être fait plus tard. Tu vois, il ne faut pas forcer les choses, il faut que ça soit le bon moment. Et toi, justement, quand on fait un premier rendez-vous avec toi, c'est la première chose que je mesure, l'état émotionnel de la personne, pour comprendre ce que recherche la personne. Mais quand elle vient me voir, c'est qu'elle est déjà motivée. Donc on a déjà franchi un obstacle. Et de comprendre sa situation psychologique pour voir ce qui est possible pour elle maintenant. Et de lui expliquer que si c'est possible pour elle dans 2 semaines, dans 2 mois, c'est pas grave. On fera avec son rythme à elle. En fait. Pourquoi c'est important de respecter ça? J'aurais pas cru que tu me dises ça. Bah, c'est important de respecter le rythme de la victime parce que sinon tu vas dans le mur. Si ton client explose en plein vol et qui finit aux urgences psychiatriques, t'as rien gagné, ni pour toi, ni pour elle, en fait, ni pour lui. Parce que t'as des hommes aussi. Hein. Donc en fait, c'est un peu touchy, mais il faut vraiment essayer de comprendre. Après, c'est pas une science exacte et moi, je suis pas une pro je suis ni voyante ni psychologue, mais je pense que c'est important de ne pas rajouter de la souffrance à la victime. Il faut pas lui rajouter du stress. T'es là pour en enlever. T'es pas là pour la stresser encore plus. T'es pas là pour lui imposer des choses qu'elle n'est pas en capacité de te donner maintenant, à toi ou au système judiciaire. Parfois, c'est plus intelligent d'attendre que la personne se requinque. Voilà. Qu'elle aille voir un psy, qu'elle fasse de l'EMDR, qu'elle recommence à bien se nourrir. Voilà. Le côté médical d'abord, qu'elle soit safe, physiquement, un peu plus mentalement, avant de commencer à rentrer dans le dur. Ça ne sert à rien d'envoyer... En tout cas, je trouverais ça criminel, moi, d'envoyer les gens dans le mur. Et un premier rendez-vous avec toi, ça se passe comment? Enfin, tu vois, la victime, elle arrive dans ton bureau, quoi, elle te raconte ce qui lui est arrivé. Enfin, Premier rendez-vous avec moi, il n'y a pas de forme absolue. C'est vraiment
au feeling, en fonction de ce que je ressens de la personne. Déjà, pour mettre les gens à l'aise, je leur demande de me donner leurs coordonnées, tu vois. Pendant 2 minutes, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, âge, profession. Alors, déjà, c'est utile au plan administratif pour ouvrir un dossier. Mais en plus, ça permet, tu vois, d'échanger des phrases qui n'ont pas de charge émotionnelle, qui sont très neutres. Donc, de pouvoir commencer une discussion le plus simplement du monde, en fait. Et ensuite, je leur demande comment ils ont eu l'idée de venir me voir moi, parce que c'est toujours intéressant. Moi, je note toujours par quel canal les gens viennent comment ils ont atterri chez moi. C'est aussi bêtement que ça. Et puis ensuite, je leur demande si ils sont prêts à me parler de ce qui les amène. Et je vois en fonction de leur réaction, du langage infraverbal, de la qualité des premières minutes sur des sujets complètement neutres émotionnellement, je vois. Voilà. Et puis elles ne sont pas obligées de me raconter dans le détail, hein. Je veux dire, il faut respecter la pudeur des gens. Je veux dire, c'est pas une autre mise à nu, hein, c'est pas un autre viol psychologique, tu vois. Faut vraiment que la personne, elle se sente en sécurité au plan affectif et qu'elle se sente respectée. Donc, t'as pas besoin de tout connaître au premier rendez-vous. Et t'as même en général pas besoin de tout connaître du tout. Ça, tu vas le découvrir dans les détails au cours de l'enquête. Voilà. Si la personne elle a envie, elle te le dit. Si la personne n'a pas envie, eh ben, on reste dans un peu plus la surface et on verra après quand la relation de confiance elle sera plus construite, plus nouée. Ouais, c'est sécurisant. Je pensais qu'il fallait, tu vois, naïvement tout te dire au premier rendez-vous. C'est pas nécessaire. Et puis tu sais, avec l'expérience, tu lis dans les silences des gens. Enfin, tu sens quand ça a été beaucoup plus loin que ce qu'on te dit, mais que la personne elle n'est pas encore en capacité de te le dire. Ça se fait au fur et à mesure du temps. Faut pas forcer les choses, jamais. Ouais, c'est intéressant cette notion. Moi, j'ai une devise, c'est le rythme des gens, ça sera le mien. Mm. Je me mets au rythme qui est OK pour mes clients. Et c'est très variable d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste ce qui est. Et on travaille avec ça. Voilà. Ouais, moi, je pensais, tu vois, qu'il y avait des délais à respecter, des choses comme ça. Avant d'exploser les délais en matière pénale, il faut déjà se lever de bonne heure, hein. Donc on a le temps pour les délais. Et comme en général, les preuves, tu vois, ADN, elles sont déjà perdues, parce que la personne, elle vient pas te voir juste après, bon, déjà, tu es tranquille, tu vois. Et en accident de la route, il y a des délais Oui, il y a des délais légaux, mais encore une fois, ils sont longs. La victime, elle a largement le temps de suivre ses soins, de se requinquer, de se retaper physiquement et mentalement avant de venir me voir. Mais des fois, ils ont envie aussi, dès le début, d'avoir un accompagnement. Moi, je vais voir des clients à l'hôpital, hein. Je vais les voir dans leur chambre d'hôpital. Si on me demande, j'y vais. Et quand la personne, évidemment, pour des raisons bien compréhensibles, ne peut pas se déplacer, je vais à l'hôpital ou dans les centres de rééducation où ils sont cloués au lit, en fait. Parce que parfois, d'avoir des conseils avisés rapidement, ça permet aussi de s'enlever un stress, de s'enlever un poids et de pouvoir se concentrer sur la guérison.